Applaudissements, la vérité finit toujours par percer les murs du silence. Le café avait une odeur bizarre. Pas seulement bizarre, mais toxique. J'étais là, dans ma cuisine, à 6h30 un mardi matin, fixant la tasse fumante que ma femme Martha venait de poser devant moi avec ce sourire doucereux qu'elle perfectionnait depuis 3 mois. Je t'ai préparé quelque chose de spécial, chérie, ronronna-t-elle, ses doigts manucurés tambourinant sur le comptoir en granit que nous avions tant discuté d'acheter il y a 2 ans. Tu as été tellement stressé par le travail dernièrement. Stressé? Vraiment? Comme si découvrir que ma femme, après 22 ans de mariage, me trompait n'était pas stressant du tout. Comme si trouver des reçus d'hôtel où je n'étais jamais allé ne m'empêchait pas de dormir. Comme si la voir soudainement prendre soin de son apparence après des années de survêtement ne me retournait pas les tripes plus que la concoction toxique qu'elle venait de me tendre. Je m'appelle Will Dexter, 42 ans, ingénieur mécanique senior chez Morrison Industries et apparemment le plus grand imbécile du monde. Depuis 1 mois, je faisais l'idiot pendant que ma magnifique et ambitieuse femme pensait me manipuler. Les nuits tardives à l'agence de publicité, son intérêt soudain pour les cours de yoga, la façon dont elle avait commencé à verrouiller son téléphone et à prendre ses appels dans la salle de bain. Mais cette histoire de café, c'était un nouveau terrain. Merci, ma chérie, dis-je en portant la tasse à mon nez. L'odeur amère me frappa comme une gifle. Quelque chose de terreux et de malsain mélangé au mélange colombien que j'achetais chaque semaine. Ça sent intéressant. Les yeux verts de Martha vacillèrent, trahissant quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Anticipation. Nervosité. J'ai ajouté des herbes pour ta digestion. Victoria les a recommandées. Victoria, ma belle-sœur, cette terreur de 42 ans qui avait transformé chaque réunion de famille en enfer depuis le jour où j'avais épousé sa sœur. Victoria, qui travaillait dans la vente de produits pharmaceutiques et savait exactement quelles herbes pouvaient retourner les intestins d'un homme. Victoria, qui était actuellement assise dans notre salon, feuilletant mon journal du matin comme si elle était chez elle. Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans mon cerveau d'ingénieur comme les rouages d'une machine bien huilée. Quoi qu'il y ait dans ce café, ce n'était pas censé aider ma digestion. C'était censé la détruire, probablement juste avant ma grande présentation au conseil d'administration de Morrison cet après-midi. La présentation qui pourrait enfin me valoir cette promotion au poste de chef de service. Tu sais quoi, dis-je en reposant la tasse avec précaution. Je devrais offrir du café à Victoria aussi. Après tout, elle est là depuis l'aube. Le visage de Martha pâlit. Oh non. Elle en a déjà pris chez elle. Victoria, appelai-je, déjà en route vers le salon. Tu veux un peu de ce café spécial que Martha a préparé? Elle a utilisé quelques-unes des herbes que tu as recommandées. Victoria leva les yeux du journal, son visage maigre s'éclairant d'un intérêt malicieux. Elle n'avait jamais pu résister à tout ce qui pouvait lui donner des munitions contre moi. Des herbes? Quel genre d'herbes? Celle pour la digestion, dis-je en prenant une tasse propre dans le placard. Martha dit que tu ne jures que par elle. Je regardais le reflet de ma femme dans la porte du micro-ondes pendant que je versais. Ses mains tremblaient. Réellement. Victoria, pendant ce temps, tendait déjà la main vers la tasse avec des doigts avides. Oh, elles sont merveilleuses, dit Victoria en prenant une grande gorgée. Je les utilise tout le temps pour me purifier. Me purifier? Bon sang. 20 minutes plus tard, j'étais dans mon bureau à la maison, faisant semblant de relire mes notes de présentation, tout en écoutant les allers-retours de plus en plus frénétiques de ma belle-sœur aux toilettes. La femme qui avait passé 2 décennies à me dire que je n'étais pas assez bien pour sa sœur était en train d'expérimenter ce qui ressemblait à l'équivalent digestif du mont Vésuve. Martha continuait de planer dans l'embrasure de ma porte, son visage un masque de panique à peine contenu. Peut-être que Victoria devrait rentrer chez elle, suggéra-t-elle pour la 3e fois. Elle ne semble pas bien. N'importe quoi, dis-je sans lever les yeux de mon ordinateur portable. C'est de la famille. Nous devrions nous occuper d'elle. La porte des toilettes claqua de nouveau, suivie de sons qui entraient mes rêves. La voix de Victoria résonna dans la maison. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va vraiment pas, mon téléphone vibra. Un SMS de ma fille de 17 ans, Amelia. Papa, qu'est-ce qui ne va pas avec tante Victoria? Elle a l'air verte. Un autre vibreur. Mon fils Ross, rentré de la fac pour la semaine. Papa, Tative est en train de faire exploser le chat de groupe familial. Littéralement,
elle poste des messages sur son estomac depuis la salle de bain. Je jetai un œil à mon propre téléphone. Bien sûr, Victoria avait envoyé une série de messages de plus en plus désespérés à notre chat de famille élargi. J'ai mangé quelque chose. Je ne peux pas arrêter. Envoyer de l'aide. Suivi de plusieurs émojis pleureurs et d'une photo que je n'avais absolument pas besoin de voir. La sonnette retentit. Martha sursauta comme si elle avait été électrocutée. Je vais y aller, dis-je en me levant lentement. À travers la fenêtre, je pouvais voir ma voisine, Madame Lowe, tenant un plat de gratin, son visage rayonnant de curiosité. Cette femme avait un radar pour les drames familiaux. Will, gazouilla-t-elle quand j'ouvris la porte. J'ai entendu dire que Victoria n'allait pas bien. J'ai apporté de la soupe. Derrière elle, je pouvais voir deux autres voisins faisant semblant de vérifier leur boîte aux lettres, tout en écoutant manifestement les potins. La symphonie de la salle de bain de Victoria était probablement audible depuis la rue. C'est très gentil, dis-je assez fort pour que les oreilles indiscrètes entendent. Elle a bu un café aux herbes spéciales ce matin. Ça l'a vraiment nettoyé. Les yeux de Madame Lowe s'illuminèrent comme un matin de Noël. Café aux herbes? Comme c'est intéressant. Quel genre d'herbe? Avant que je ne puisse répondre, la voix de Victoria traversa la maison. Martha, qu'as-tu mis dans ce café? Je crois que je vais mourir. Les voisins échangèrent des regards. Madame Lowe vibrait littéralement d'excitation. Eh bien, dis-je, je devrais probablement aller aider ma femme à s'occuper de sa sœur. Vous savez à quel point elles sont proches. Je fermai la porte et me retournai pour trouver Martha debout dans le couloir, le visage blanc comme un linge. Nous devons parler, dis-je doucement. Eh bien, je peux expliquer. J'en suis sûr. Mais d'abord, nettoyons Victoria et sortons-la d'ici avant qu'elle ne poste d'autres selfies de salle de bain sur Facebook. Il fallut encore 1 heure pour que ma belle-sœur soit suffisamment stable pour rentrer chez elle. Non sans qu'elle ait réussi à partager ses aventures digestives avec la moitié d'Internet. Son dernier message, accompagné d'une photo de la porte de notre salle de bain, disait « Ne faites jamais confiance au café aux herbes chez les Dexter. » #urgence, #herbes malvenu, #priez pour moi. 37 likes et ce n'était pas fini. Après que Victoria soit enfin partie, serrant une bouteille de Pepto-Bismol et marmonnant des histoires de procès, je trouvai Martha dans la cuisine, frottant la cafetière comme si elle essayait d'effacer des preuves. Alors, dis-je en m'appuyant contre le montant de la porte. Tu veux me dire ce qu'il y avait vraiment dans ce café? Elle ne leva pas les yeux. Je ne sais pas ce que tu veux dire, Martha. Je suis ingénieur. Je résous des problèmes pour vivre, et en ce moment, tu es mon plus gros problème. Ses épaules s'affaissèrent. Un instant, je crus qu'elle allait avouer, me parler de l'aventure que je connaissais déjà, expliquer pourquoi elle avait essayé de saboter ma présentation, peut-être même s'excuser. Au lieu de cela, elle se redressa et me fit ce sourire froid que je voyais de plus en plus souvent dernièrement. Tu deviens paranoïaque, Will. Victoria a l'estomac sensible. Tout le monde le sait, n'est-ce pas? Et je suppose que son estomac sensible explique aussi pourquoi tu as travaillé tard tous les soirs le mois dernier. Pourquoi tu as acheté de la nouvelle lingerie et caché le reçu? Pourquoi tu as envoyé des SMS à quelqu'un nommé Jake à 2 heures du matin? La cafetière lui échappa des mains, s'entrechoquant dans l'évier. Je ne sais pas de quoi tu parles. Jake Turnbull, ton collègue, le gars avec la Mustang customisée et l'abonnement à la salle de sport dont il n'arrête pas de parler. Ça te dit quelque chose? Le visage de Martha passa par plusieurs changements de couleur intéressants. Tu m'as espionné? J'ai été attentif. C'est différent. Elle se tourna pour me faire face complètement et je vis quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de la culpabilité, pas de la honte, quelque chose de plus froid. Tu te crois si intelligent, dit-elle. Mais tu ne sais rien. Alors éduque-moi. Tu veux savoir pour Jake? Très bien. Il est tout ce que tu n'es pas réussi, ambitieux. Il ne passe pas ses soirées à jouer avec des trains miniatures au sous-sol. Les trains miniatures. Mon seul hobby. La chose qui m'aidait à me détendre après avoir géré la politique d'entreprise toute la journée. Elle avait toujours prétendu trouver ça charmant. Et le café. Quel café? Tu as des délires, Will. Peut-être devrais-tu consulter quelqu'un pour ça. Gaslighting. Le manuel du tricheur. Page 1.
Faire douter la victime de sa propre ça. NT mental. Je vois, dis-je. Donc je suis fou. Je n'ai pas dit fou. J'ai dit stressé. Paranoïaque. Peut-être un peu instable. Instable. Choix de mots intéressant. Mon téléphone vibra. Je jetai un œil à l'écran et mon sang se glaça. Le message venait de Jack. Impatient de notre escapade à Chicago ce week-end, bébé. J'espère que le plan a fonctionné. Envoie-moi un message quand ce sera sûr. Je levai les yeux pour trouver Martha fixant mon téléphone. Son visage figé d'horreur. Oups, dis-je. On dirait que quelqu'un a envoyé ça au mauvais numéro. Une erreur facile à faire quand on jongle avec plusieurs téléphones. Elle se jeta sur mon téléphone, mais je fus plus rapide. Donne-moi ça. Pourquoi? C'est juste un mauvais numéro, n'est-ce pas? Rien à voir avec toi. Will, s'il te plaît. Plan, lus-je à voix haute. Quel plan, Martha? Le plan pour me droguer avant ma présentation? Le plan pour me faire déclarer mentalement instable? Ou peut-être le plan pour vider nos comptes bancaires pendant que je bavais dans un service psychiatrique? Son silence fut une réponse suffisante. Je remis mon téléphone dans ma poche et me dirigeai vers la porte. Où vas-tu? À Chicago, dis-je. Il paraît que c'est charmant à cette période de l'année. Dies chapitre 2. Le voyage d'affaires. Le Marriott du centre-ville était le genre d'endroit que Martha choisirait pour une liaison. Assez cher pour se sentir sophistiqué, assez anonyme pour éviter sa foule habituelle. J'étais assis dans ma Honda Civic dans le parking souterrain, observant les portes de l'ascenseur, et me sentant comme le détective privé le plus pathétique du monde. Il m'avait fallu exactement 4 heures pour la traquer jusqu'ici. 4 heures à demander des faveurs, à utiliser mes connaissances d'ingénieur pour cloner le tracker GPS du système OnStar de sa voiture, et à prouver, en général, que 22 ans de mariage m'avaient appris plus sur ma femme qu'elle ne l'avait jamais réalisé. Elle n'était censée être à Chicago que demain. Son voyage de travail était soi-disant une présentation client de 3 jours pour Morrison & Associates, l'agence de publicité où elle montait les échelons depuis 5 ans. Mais la voilà qui s'enregistrait dans un hôtel avec Jake Turnbull à 15 h un mercredi après-midi. Jake, le golden boy de la gestion de compte, 39 ans, divorcé, conduisant une Mustang jetée avec des bandes de course personnalisées et un système audio qui violait probablement les arrêtés municipaux sur le bruit. Le genre de gars qui met du parfum pour aller à la salle de sport et appelle tout le monde, mon pote, tout en cherchant des moyens de les poignarder dans le dos. Je l'avais rencontré lors de soirées d'entreprise. Je l'avais vu charmer une pièce comme un politicien, tout en dents blanches et poignées de main ferme. Martha avait toujours insisté sur le fait qu'il n'était qu'un collègue. Mais j'avais vu la façon dont elle riait à ses blagues, la façon dont elle lui touchait le bras quand elle lui parlait, la façon dont elle avait commencé à s'habiller différemment après son arrivée dans l'entreprise. Mon téléphone vibra. Un SMS d'Amelia. Maman a dit qu'elle était à Chicago pour le travail. Je pensais que tu devrais savoir qu'elle a laissé son ordinateur portable professionnel à la maison. Il est sur le comptoir de la cuisine. Intelligente, la gamine. Trop intelligente pour son propre bien, parfois. Je lui ai répondu, merci, ma chérie. Ne m'attends pas, l'ascenseur tinta et les voilà. Martha était magnifique dans une robe noire que je n'avais jamais vue. Ses cheveux auburn relevaient dans une coiffure qui coûtait probablement plus cher que ma mensualité de voiture. Jake avait la main sur le bas de son dos, la guidant vers le bar de l'hôtel comme s'il la possédait, comme s'il possédait tout. J'attendis 10 minutes, puis je les suivis à l'intérieur. Le bar était faiblement éclairé, tout en briques apparentes et ampoules Edison conçues pour que les cadres d'âge moyen se sentent sophistiqués tout en prenant de terribles décisions. Je trouvai une banquette d'angle avec une vue dégagée sur leur table et commandai une bière que je ne voulais pas. Ils étaient assis assez près pour partager le même air. La main de Martha reposait sur la cuisse de Jake pendant qu'il lui murmurait quelque chose qui la fit jeter la tête en arrière et rire. Le son me transperça comme du verre brisé. Une autre bière. La serveuse apparut à mon coude, jeune et pimpante, se demandant probablement pourquoi l'homme d'âge mûr et triste buvait seul. Bien sûr, dis-je sans quitter ma femme des yeux. Et continuer à les apporter. Pendant l'heure suivante, j'ai vu mon mariage mourir en temps réel. J'ai vu Jake donner des fraises à Martha de son assiette de dessert. Je l'ai vu tracer des motifs sur sa poitrine avec son doigt. Je les ai vus s'embrasser comme des adolescents qui venaient de découvrir le sexe.
quand ils se levèrent enfin pour partir. Les mains de Jake glissant pour étreindre Martha, j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Pas mon cœur qui était brisé depuis des semaines. Quelque chose de plus profond. Quelque chose qui m'avait empêché de faire ce qui devait être fait. Je l'ai suivi jusqu'à l'ascenseur, restant assez en arrière pour éviter d'être repéré. De toute façon, ils étaient trop absorbés l'un par l'autre pour me remarquer. Les portes se refermèrent sur leurs attouchements et leurs rires, et je regardais les numéros monter jusqu'au 7e étage, chambre 742. Je pris une note dans mon téléphone. La boutique de cadeaux de l'hôtel était encore ouverte. J'achetai un appareil photo numérique bon marché, un paquet de chewing-gum et une bouteille d'aspirine dont je n'avais pas besoin. Le jeune employé avait l'air de s'ennuyer à mourir. « Journée difficile ?» demanda-t-il, entamant la conversation pendant qu'il enregistrait mes achats. « Ça s'améliore » dis-je. De retour dans le parking, je trouvai facilement la Mustang de Jake. Plaque d'immatriculation JKT RNBL parce que, bien sûr. La voiture était sa fierté et sa joie, détaillée à la perfection digne d'un showroom, garée sur 2 places pour éviter les coups de portière. Je sortis mes clés et examinai mes options. Le plus intelligent serait de prendre des photos, de documenter l'affaire, d'engager un vrai détective privé pour recueillir des preuves pour la procédure de divorce. La chose mature serait de les confronter comme un adulte, d'exiger des réponses, d'essayer de sauver ce qui restait de ma famille. Au lieu de cela, je traînais ma clé de maison le long de la portière côté conducteur, gravant « briseur de foyer » en lettres de 6 pouces de haut. Le bruit du métal sur le métal était étonnamment satisfaisant. Je me retournai pour trouver Jake lui-même debout à 3 mètres de moi, sa chemise débraillée et ses cheveux en bataille, après ce que lui et ma femme avaient fait à l'étage. Son visage était rouge de rage et d'autres choses. Embarras peut-être, ou peur. « Fils de pute » grogna-t-il en s'approchant de moi. « Tu as la moindre idée de ce que coûte cette voiture ?»« Moins que mon mariage » dis-je en rangeant mes clés. « Mais je suis sûr que votre assurance couvrira les dégâts. » Il s'arrêta juste hors de portée, ses mains serrées en poing. De près, je pouvais voir qu'il était plus grand que moi, plus jeune, probablement en meilleure forme. Mais j'avais passé 20 ans à fréquenter des chantiers et des usines, des endroits où parler durement ne suffisait pas si on ne pouvait pas le prouver par des actes. « Tu es Will » dit-il comme s'il résolvait une énigme. « Le mari de Martha. »« Coupable. »« Et toi, tu es Jake, le mec qui a couché avec ma femme. »« Écoute, mec, ce n'est pas ce que tu penses. » Vraiment ? Parce que je pense que tu es un loser pathétique d'âge moyen qui prend son plaisir à voler les femmes des autres hommes. Me trompais-je ? Son visage s'assombrit. Tu ne sais rien de moi. Je sais que tu conduis une voiture de compensation et que tu portes trop de parfum. Je sais que tu es le genre de gars qui se gare sur 2 places parce que tu te crois spécial, et je sais que tu vas passer une très mauvaise journée. Je sortis mon téléphone et lui montrai les photos que j'avais prises au bar. Lui et Martha s'embrassant, sa main sur elle, son alliance clairement visible sur chaque cliché. Vois-tu, le truc quand on est ingénieur, dis-je, c'est qu'on documente tout. Preuve, chaîne de traçabilité, preuves qui tiennent en cours. Le visage de Jake pâlit. Que veux-tu ? Je veux que tu restes loin de ma femme. Et si tu ne le fais pas, alors ces photos iront à ton patron, à ton ex-femme, et à tout le monde dans ta liste de contacts, plus quelques sites de médias sociaux. Je parie que ta mère aimerait voir ce que son petit garçon a fait. Un instant, je crus qu'il allait me frapper. Tout son corps était tendu comme un ressort, sa respiration courte et rapide. Mais alors son téléphone vibra, et il y jeta un coup d'œil automatiquement. C'est là que je l'ai frappé. Pas fort. Juste une claque rapide sur le visage. Le genre de chose qui picote plus qu'elle ne fait mal. Le genre de chose qui dit « Je n'ai pas peur de toi » sans franchir la ligne de l'agression. Jake tituba en arrière, plus sous le choc que la douleur, sa main s'envola vers sa joue. Espèce de fou. Non, dis-je en reculant vers ma voiture. Juste un mari qui en a marre d'être pris pour un imbécile. J'étais presque à la Honda quand j'entendis des pas derrière moi. Des pas de course. Je me retournai pour voir Jake foncer sur moi comme un secondeur, le visage tordu de rage. Je plongeai sur le côté et il s'écrasa contre le pilier en béton où j'avais été debout. Le son résonna dans le garage comme un coup de fusil. Jake. La voix de Martha vint de la zone des ascenseurs. Que se passe-t-il ? Je levai les yeux pour voir ma femme debout là,
dans sa robe noire, les cheveux ébes. Ourifée, son rouge à lèvres étalé. Elle était belle et terrible, et complètement étrangère à moi. Demande à ton petit ami, dis-je en me relevant. Il semble avoir des problèmes de motricité élémentaire. Jake gémissait contre le pilier, tenant son épaule. Il m'a attaqué. En fait, dis-je. Je pense que tu t'es attaqué toi-même, mais je suis sûr que les caméras de sécurité éclairciront tout. Je montrai la caméra fixée au plafond, sa lumière rouge clignotant régulièrement. Les yeux de Martha s'écarquillèrent. Will, s'il te plaît, nous pouvons en parler. Parler. Je ris et le son était amer même à mes propres oreilles. Nous avons eu 22 ans pour parler. Martha, tu as choisi ça à la place. Je montai dans ma voiture et mis le moteur en marche. À travers le pare-brise, je pouvais les voir debout ensemble, Jake se tenant l'épaule pendant que Martha essayait de le réconforter. Ils ressemblaient à ce qu'ils étaient, un couple d'infidèles qui venait d'être pris en flagrant délit. Alors que je sortais du garage, je baissai ma vitre et leur criai. Au fait, Victoria a posté un avis Yelp sur notre café. Une étoile. Je pensais que tu devais le savoir. Dièse chapitre 3, la guerre s'intensifie. La vidéo est devenue virale dans notre petite ville en 6 heures. Pas les images de l'hôtel. Je les gardais pour le bon moment. Non, il s'agissait des images de la caméra de sécurité de notre maison, montrant l'urgence spectaculaire de Victoria dans la salle de bain du matin précédent. Quelqu'un l'avait divulgué au groupe de potins Facebook local avec la légende « Quand le café aux herbes tourne mal », #EchcoWC, #le karma existe. J'étais presque certain que ce quelqu'un était ma fille Amelia, qui avait hérité de mon talent pour la pensée stratégique et de la cruauté de sa mère. Cette fille allait être dangereuse en grandissant. Mon téléphone n'avait pas arrêté de vibrer toute la matinée avec des SMS, des appels et des notifications de médias sociaux. La société pharmaceutique de Victoria avait apparemment vu la vidéo parce qu'elle avait déjà posté un message de contrôle des dégâts frénétiques, affirmant qu'elle souffrait d'une intoxication alimentaire et envisageait des poursuites judiciaires. Trop tard. Internet l'avait déjà transformé en mème. J'étais assis dans mon bureau chez Morrison Industries, essayant de me concentrer sur mon vrai travail, quand mon patron Dave Milan frappa à ma porte. Dave était un gars décent, la cinquantaine, le genre de manager qui se souciait réellement de ses employés. Il était également marié à l'une des collègues de Martha à l'agence de publicité. Will, tu as une minute? Bien sûr, dis-je en minimisant la fenêtre du navigateur où je lisais les messages de plus en plus désespérés de Victoria sur les réseaux sociaux. Qu'y a-t-il? Dave ferma la porte derrière lui et s'assit lourdement sur la chaise en face de mon bureau. Il avait l'air mal à l'aise, comme s'il préférait être n'importe où ailleurs. J'ai entendu parler de toi et de Martha, dit-il finalement. Les nouvelles vont vite. Petite ville, communauté d'affaires encore plus petite. Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Linda m'a dit qu'il y avait eu des discussions à l'agence. Linda était la femme de Dave, directrice artistique senior chez Morrison & Associates. Elle avait toujours été amicale avec moi lors des fêtes d'entreprise. Mais j'avais senti une certaine tension dernièrement. Maintenant, je savais pourquoi. Quel genre de discussion? Celles qui mettent les gens mal à l'aise. Martha a été indiscrète. Je me penchai en arrière dans ma chaise. À quel point indiscrète? Jake Turnbull s'est vanté de sa conquête à quiconque voulait l'écouter. Apparemment, tu n'es pas sa première cible mariée. Mes mains se serrèrent en poing. Que veux-tu dire? 3 autres femmes au cours des 2 dernières années. Toutes ont fini par divorcer. Jake semble penser que c'est une sorte de jeu, un jeu? Mes 22 ans de mariage étaient un jeu pour ce connard. Il y a plus, continua Dave. Linda a surpris Martha et Jake en train de parler hier. Quelque chose à propos de te faire disparaître définitivement. Ils ont mentionné des avocats, des évaluations psychiatriques, peut-être même te faire interner. Le café, le plan, c'était pire que ce que j'avais imaginé. Ils veulent me faire déclarer mentalement incompétent. Je l'ai dit, ce n'était pas une question. C'est ce que ça donnait. Jake a apparemment déjà fait ça. Il isole le mari, le fait passer pour instable, puis intervient pour aider la femme à traverser son divorce difficile. J'avais mal au cœur, non seulement trahi, mais stupide. Comment avais-je pu manquer les signes? Comment avais-je pu me laisser devenir une cible si facile? Pourquoi me dis-tu ça?
Dave changea de position, mal à l'aise. Parce que Linda a vu ce que Jake fait aux familles. De bonnes personnes détruites pour son divertissement. Elle ne paie. Eût pas resté là et regarder ça se reproduire. Et le travail de Martha? Qu'en est-il? Si cela se sait, s'il y a un scandale, l'expression de Dave se durcit. Eh bien, ta femme a essayé de te droguer pour que son petit ami puisse te faire interner dans un hôpital psychiatrique. Son travail est le cadet de tes soucis. Il avait raison, bien sûr. Mes 22 ans de mariage m'avaient entraîné à penser à la carrière de Martha, à sa réputation, à ses sentiments. Même maintenant, même après tout, une partie de moi voulait la protéger. Cette partie était idiote. De quoi as-tu besoin de moi, demandai-je. Documente tout. Rassemble des preuves et sois sur tes gardes. J'ai qu'à des amis dans les bas-fonds. Après le départ de Dave, je suis resté assis dans mon bureau, fixant le mur, essayant de digérer ce que j'avais appris. Ma femme n'avait pas seulement une liaison. Elle faisait partie d'une campagne systématique pour détruire ma vie. Le café n'avait été que le début. Mon téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Recule ou tu le regretteras. Je l'ai montré à Dave quand il est revenu 1 heure plus tard. Jake, demanda-t-il. Probablement. À moins que Victoria n'ait appris à envoyer des SMS depuis la salle de bain. Dave ne sourit pas, cela s'aggrave, Will. Peut-être devrais-tu appeler la police. Et leur dire quoi? Que le petit ami de ma femme m'a envoyé un méchant message. Que tu es menacé et maltraité. J'y ai réfléchi, puis j'ai secoué la tête. Pas encore. Je veux voir jusqu'où ils sont prêts à aller. La réponse arriva à l'heure du déjeuner. J'étais en train de manger un sandwich à mon bureau quand Ross appela de l'université. Mon fils avait l'air secoué, ce qui était inhabituel pour lui. Ross avait toujours été le calme, le pacificateur capable de gérer n'importe quelle crise. Papa, il s'est passé quelque chose de bizarre aujourd'hui. Quel genre de bizarre? Un gars est venu à mon dortoir poser des questions sur toi. Il a dit qu'il venait d'une compagnie d'assurance enquêtant sur une réclamation. Il voulait savoir sur ta santé mentale, si tu avais agi bizarrement dernièrement, des choses comme ça. Mon sang se glaça. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Je lui ai dit de te parler directement, mais papa, il connaissait des choses sur notre famille, sur le travail de maman, sur l'école d'Amelia, des trucs personnels. Tu as eu son nom? Il a dit Smith. Très créatif, n'est-ce pas? Mais j'ai pris une photo de sa plaque d'immatriculation quand il est parti. Malin, le gamin. Je l'avais élevé, n'est-ce pas? Envoie-moi la photo. Et Ross, n'en parle à personne d'autre. Ni à tes amis, ni à tes professeurs, à personne. Papa, qu'est-ce qui se passe? J'entendais la peur dans sa voix, et ça me brisait le cœur. Mes enfants ne devraient pas avoir à gérer ça. Ils ne devraient pas avoir à choisir leur camp dans une guerre qu'ils n'ont pas commencée. Ta mère et moi avons des problèmes, dis-je prudemment. Ça va empirer avant de s'améliorer. Vous allez divorcer? Probablement. Il y eut un long silence. Bien. Ross, papa, elle nous ment depuis des mois. Amelia et moi ne sommes pas stupides. Nous savons pour le gars, les nuits tardives, tout ça. Nous attendions juste que tu le réalises. Mes enfants savaient. Ils m'avaient protégé à leur manière pendant que je tâtonnais dans le déni. Je suis désolé, dis-je. Ne sois pas désolé. Ne la laisse juste pas te détruire. Après que nous ayons raccroché, je suis resté à fixer la photo que Ross avait envoyée. La plaque d'immatriculation appartenait à une voiture de location, ce qui signifiait que Jake brouillait ses pistes. Mais le visage sur la photo m'était familier. L'un des copains de sport de Jake, un gars que j'avais vu aux fêtes d'entreprise, un gars qui devait probablement des faveurs à Jake. Ce n'était plus seulement une liaison. C'était un complot. Je pris mon téléphone et appelai Ruth Goldman, la meilleure avocate spécialisée dans les divorces de la ville. Ruth et moi avions été au lycée ensemble, quand elle n'était que Ruthie du Southside qui voulait être avocate. Maintenant, elle était le requin que l'on appelait quand on avait besoin de détruire quelqu'un au tribunal. Will Dexter, dit-elle quand elle décrocha, je me demandais quand tu appellerais. Tu as entendu? Mon cher, tout le monde a entendu. Cette vidéo de Victoria et de Laurent Barr. Mais je suppose que tu as besoin de plus que de conseils en potin.
J'ai besoin d'un avocat. Un bon. Tu as besoin d'un faiseur de miracles. Heureusement pour toi, je suis les deux. Tu peux venir à mon bureau quand? Je suis en route. Le bureau de Ruth était au centre-ville, dans l'un de ces bâtiments historiques rénovés qui facturaient un loyer élevé pour ses murs en briques apparentes et ses parquets en bois dur. Sa réceptionniste me conduisit à une salle de conférence où Ruth m'attendait avec une cafetière. T'es une pile de bloc-notes juridiques. Ruth Goldman, à 45 ans, ne ressemblait en rien à la jeune fille timide que j'avais connue au lycée. Elle était faite d'angles vifs et de tailleurs de créateur, avec des cheveux gris acier et des yeux qui pouvaient couper le verre. Elle avait bâti sa réputation en détruisant les épouses infidèles et leurs avocats. Et elle était très douée dans son travail. Alors, dit-elle en versant le café dans 2 tasses. Raconte-moi tout. L'incident du café, la confrontation à l'hôtel, les menaces, le détective privé. Ruth prenait des notes d'une écriture précise, posant occasionnellement des questions ou faisant des commentaires qui me glaçaient le sang. Il monte un dossier pour incompétence mentale, dit-elle quand j'eus fini. Stratégie classique. T'isoler, te faire passer pour instable, puis te faire interner pendant qu'ils vident tes biens. Peuvent-ils faire ça? S'ils s'y prennent intelligemment, oui, mais ils ont commis une erreur cruciale. Laquelle? Ruth sourit. Et ce n'était pas un gentil sourire. Ils ont choisi la mauvaise cible. Will, tu es un ingénieur avec un dossier impeccable, sans antécédent de maladie mentale, et 2 enfants qui témoigneront en ta faveur. De plus, tu as des preuves de leur liaison et de leur complot. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous entrons en guerre. Mais d'abord, nous protégeons tes biens. Pendant les 2 heures suivantes, Ruth m'a guidé à travers le processus de sécurisation de mes finances, de documentation de l'affaire, et de constitution d'un dossier de divorce pour faute. Elle était minutieuse, impitoyable et chère. Mais en la voyant travailler, je savais qu'elle valait chaque centime. Une dernière chose, dit-elle alors que je partais. Sois prudent. Jake a déjà fait ça, ce qui signifie qu'il sait comment faire monter les enchères. Les choses vont devenir laides. Elle avait raison. Les choses sont devenues laides ce soir-là même. Je suis rentré pour trouver ma porte de garage ouverte et mon atelier saccagé. 20 ans de collection de trains miniatures éparpillés sur le sol comme des confettis. Outils volés ou cassés, mon établi renversé. Mais ils avaient fait une erreur. Dans leur hâte de détruire mes affaires, ils avaient manqué la caméra de sécurité que j'avais installée le mois dernier après une série de cambriolages dans le quartier. Les images étaient limpides. Jake Turnbull et 2 de ses copains de gym saccageant mon atelier comme de vulgaires voyous. Jake a même regardé directement la caméra à un moment donné, apparemment sans se rendre compte qu'elle était là. J'ai appelé la police, déposé un rapport et envoyé des copies de la vidéo à Ruth. Puis je me suis assis dans mon atelier en ruine, entouré des débris de mon hobby, et j'ai senti quelque chose changer en moi. J'en avais fini d'être la victime, d'être sur la défensive, d'essayer de jouer le jeu loyal pendant qu'il me traînait dans la boue. Si Jake Turnbull voulait la guerre, je la lui donnerais, mais elle serait menée à mes conditions, avec mes règles, et j'allais gagner. Diez chapitre 4. Le piège juridique. Le lendemain matin, j'ai rencontré Ruth à la banque à 8h pile. À 9h30, tous les comptes joints que Martha et moi partagions avaient été légalement restructurés en une fiducie pour l'éducation et les besoins futurs de Ross et Amelia. Parfaitement légal, totalement étanche, et absolument dévastateur pour quiconque prévoyait de me dépouiller lors d'un divorce houleux. Elle va devenir folle quand elle va découvrir ça, dit Ruth alors que nous sortions de la banque. Ses cartes de crédit sont liées à ses comptes. Bien, dis-je. Qu'elle demande à Jake de payer ses lattes. Le téléphone de Ruth vibra avec un SMS. Elle y jeta un coup d'œil et sourit. C'était rapide. Martha vient d'essayer d'utiliser sa carte de crédit chez Nordstrom, refusée. Je ressentis une satisfaction sombre. Pour la première fois depuis des mois, j'avais une longueur d'avance au lieu de courir après. Quelle est la prochaine étape? Maintenant, nous attendons qu'elle fasse une erreur. Et elle en fera une. Elles en font toujours. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. J'étais au travail cet après-midi-là quand Dave frappa de nouveau à ma porte. Cette fois, il avait l'air presque amusé. Ta femme est à l'agence, dit-il, faisant ce que Linda décrit comme une crise de nerfs totale dans la salle de pause. À propos de l'argent, à propos de tout. Apparemment,
elle a dit aux gens que tu avais eu une crise psychotique et volé tout son argent. Elle exige que quelqu'un appelle la police, et son patron lui a rappelé que les biens communs peuvent être déplacés par l'un ou l'autre conjoint à tout moment, surtout lorsqu'il y a des preuves d'infidélité. Je haussai un sourcil. Des preuves. Le sourire de Dave s'élargit. Il semble que quelqu'un ait envoyé au patron de Jake des photos très intéressantes prises dans un bar d'hôtel. Jake a été susp. Endu en attendant une enquête sur sa conduite non professionnelle avec les femmes de clients. Je n'avais pas envoyé ces photos, ce qui signifiait que quelqu'un d'autre jouait aussi à ce jeu Linda, je suppose. Linda a beaucoup d'amis dans cette agence. Des amis qui en ont marre de voir Jake détruire des mariages pour le plaisir. L'ennemi de mon ennemi était apparemment mon ami. Mon téléphone sonna. Le numéro de Martha. Je laissai le message aller à la messagerie vocale, puis je le fis jouer sur haut-parleur pour que Dave puisse l'entendre. Will, espèce d'idiot. Que as-tu fait à nos comptes? Je ne peux pas acheter d'épicerie. Je ne peux pas payer l'essence. C'est un abus financier. Et je vais te faire arrêter. Rappelle-moi tout de suite ou je jure devant Dieu. Le message s'interrompit là. Probablement parce qu'elle avait manqué de temps ou de souffle. Elle a l'air stable, observa Dave sèchement. Parfaitement rationnel, j'acquiesçai. Je ne peux pas imaginer pourquoi quelqu'un douterait de son état mental. Le deuxième message était plus long et plus créatif dans ses blasphèmes. Le troisième incluait des menaces qui étaient probablement illégales dans la plupart des États. Au quatrième message, Martha pleurait et me suppliait de la rappeler. Je les ai tous supprimés sans répondre. À 17h, je rentrai chez moi et trouvai la BMW de Martha dans mon allée et ma fille Amelia assise sur le porche avec une valise. Elle est à l'intérieur, dit Amelia sans préambule. Elle est là depuis 1 heure à crier à propos d'argent et d'avocat et à vouloir te faire interner. J'ai fait ma valise. Tu n'as pas à partir, dis-je en m'asseyant à côté d'elle. C'est ta maison. Je sais, mais je ne peux plus l'écouter, papa. Elle n'est plus maman. Elle est quelqu'un d'autre. Amelia avait 17 ans, assez âgée pour comprendre ce qui se passait, mais assez jeune pour en être dévastée. Elle avait l'air épuisée, comme si elle portait un poids trop lourd pour ses épaules. Où veux-tu aller? Chez tante Sarah. Elle a dit que je pouvais rester là-bas jusqu'à ce que tout cela soit terminé. Sarah était ma sœur, une infirmière qui habitait de l'autre côté de la ville avec son mari et ses 2 enfants. Elle n'avait jamais beaucoup aimé Martha, ce qui avait causé des tensions au fil des ans. Maintenant, j'étais reconnaissant pour son scepticisme. Je vais te conduire, dis-je. Et maman? Je la. Regardais la maison où j'avais vécu pendant 15 ans, où j'avais élevé mes enfants et bâti ce que je croyais être un mariage heureux. Par la fenêtre avant, je pouvais voir Martha faisant les 100 pas, son téléphone collé à l'oreille. Ta mère a fait ses choix, dis-je. Maintenant, elle doit en assumer les conséquences. Je chargeais la valise d'Amelia dans ma voiture quand Martha déboula par la porte d'entrée. Elle avait l'air horrible. Ses cheveux étaient ébouriffés. Son maquillage coulait. Ses vêtements froissaient comme si elle avait dormi dedans. Mais ses yeux étaient ce qui m'effrayait. Ils étaient fous, désespérés, complètement dérangés. Te voilà, hurla-t-elle, fonçant vers moi. Que as-tu fait de notre argent? Je l'ai protégé, dis-je calmement. Des gens qui pourraient essayer de le voler. Le voler? C'est mon argent aussi. Est au passé. Maintenant, c'est un fonds fiduciaire pour l'avenir des enfants. Le visage de Martha devint pourpre de rage. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Demande à Ruth Goldman si tu as des questions sur la légalité. Ruth Goldman? La voix de Martha se brisa. Tu as engagé Ruth Goldman? Tout le monde en ville connaissait la réputation de Ruth. C'était l'avocate que l'on engageait quand on voulait détruire son ex-conjoint si complètement qu'il ne s'en remettrait jamais. J'ai engagé la meilleure, dis-je. Parce que je mérite le meilleur. Martha se tourna vers Amelia, qui se tenait près de la portière passager de ma voiture. Amelia, ma chérie, tu ne peux pas écouter ton père. Il est malade. Il a besoin d'aide. La seule chose avec laquelle j'ai besoin d'aide, dis-je, c'est de te faire quitter ma propriété. Ta propriété? C'est ma maison aussi. Plus maintenant. Vérifie ton rapport de crédit dans quelques jours. Tu pourrais être surprise. Ce n'était pas entièrement vrai.
La maison était toujours en copropriété, mais Martha ne le savait pas. Et sa conscience coupable faisait la majeure partie du travail à ma place. Tu es fou, murmura-t-elle. Tu es réellement fou. Dit la femme qui a essayé de me calmer pour que son petit ami puisse me faire interner. Amelia halta. Elle a fait quoi? Martha se tourna vers notre fille. Ce n'est pas. Il ment. Le café, dit Amelia, la compréhension éclairant ses yeux. Le café spécial que tu lui as préparé. Les mêmes herbes qui ont rendu tante Victoria malade. Amelia, éloigne-toi d'elle, s'il te plaît, dis-je, m'interposant entre Martha et notre fille. Tu as fait assez de dégâts. C'est ma fille aussi. Alors tu aurais dû y penser avant de décider de détruire notre famille. Le visage de Martha s'effondra, et pendant un instant, elle ressembla à la femme que j'avais épousée il y a 22 ans, jeune, vulnérable, perdue. Une partie de moi voulait la réconforter, trouver un moyen de réparer ce désordre. Puis je me suis souvenu des mains de Jake sur son corps dans ce bar d'hôtel. Et le sentiment passa. J'emmène Amelia chez Sarah, dis-je. Quand je reviendrai, je veux que tu sois partie. C'est ma maison. C'est ma maison, et tu y es en infraction. Pars maintenant ou j'appelle la police. Martha regarda alternativement Amelia et moi, cherchant une faille dans notre front uni. Elle n'en trouva aucune. Ce n'est pas fini, dit-elle finalement. Non, acquiesçai-je. Ça ne l'est pas, mais tu n'aimeras pas comment ça se termine. Après avoir déposé Amelia chez Sarah, je suis rentré chez moi, m'attendant à trouver Martha partie. Au lieu de cela, j'ai trouvé sa voiture toujours dans l'allée et la Mustang de Jake Turnbull garée derrière. Ils étaient ensemble dans ma maison. Je suis resté assis dans ma voiture un instant, considérant mes options. Je pouvais appeler la police, mais cela prendrait du temps et créerait une scène. Je pouvais attendre qu'ils partent, mais cela ressemblait trop à de la dissimulation. Ou je pouvais entrer et les affronter tous les deux. J'ai choisi la porte numéro 3. Ils étaient dans mon salon, assis sur mon canapé, buvant ma bière. Jake s'était mis à l'aise, les pieds sur ma table basse comme s'il était chez lui. Il s'était apparemment remis de sa rencontre avec le pilier en béton, bien que j'ai remarqué qu'il ménageait son épaule gauche. Will. Martha se leva d'un bond quand j'entrai, son visage empourpré de culpabilité. Nous étions juste. Juste quoi? En train de planifier votre prochain coup? En train de décider laquelle de mes possessions voler. Jake se leva lentement, son visage arborant ce qu'il pensait probablement être une expression intimidante. Nous devons parler. Non, dis-je. Nous avons besoin que tu foutes le camp de ma maison. Ta maison? Jake rit, mais son rire semblait forcé. D'après ce que j'entends, tu ne possèdes plus grand-chose. Suspendu de ton travail, finances gelées, ta femme te quitte. Ça doit faire mal. Je n'étais pas suspendu de mon travail, et mes finances allaient bien. Mais Jake pêchait aux informations, essayant d'obtenir des renseignements qu'il pourrait utiliser contre moi. Tu as raison, dis-je. J'ai tout perdu. Ma femme, mon argent, mon estime de soi. Je n'ai plus rien à perdre. Le sourire de Jake vacilla légèrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai fini de jouer selon les règles. Fini d'être le gentil. Fini de me soucier des conséquences. Je sortis mon téléphone et leur montrai les images de surveillance de mon garage. Tu vois ça? C'est toi et tes amis en train de commettre une effraction, une destruction de propriété et un vol. J'ai déjà déposé un rapport de police. Le visage de Jake pâlit. Tu ne peux rien prouver. Je peux tout prouver. Vidéo haute définition, horodatage, plaque d'immatriculation. Ton visage est parfaitement clair quand tu regardes directement la caméra. Martha attrapa le bras de Jake. Tu as dit qu'il n'y avait pas de caméra. J'ai dit que je n'avais pas vu de caméra, répliqua sèchement Jake. Il y a une différence. Pas pour la police, dis-je. Ni pour ton patron. Ni pour ton ex-femme, qui, j'en suis sûr, adorerait savoir quel genre d'homme elle a divorcé. Jake fit un pas vers moi, les poings serrés. Fils de garce. Attention, dis-je. Des accusations d'agression compléteraient vraiment ton casier judiciaire. Un instant, je crus qu'il allait me frapper. Tout son corps était tendu de rage, sa respiration courte et rapide. Mais son téléphone vibra alors,
et le son sembla rompre le sort. Il jeta un coup d'œil à l'écran et son visage devint blanc. « Qu'est-ce que c'est » demanda Martha. « Mon patron » dit Jake. « Je suis viré. » Le silence tomba dans la pièce. Je ressentis une poussée de satisfaction si intense qu'elle était presque physique. « Viré ?» La voix de Martha était à peine un murmure. Avec effet immédiat. Quelque chose à propos d'une conduite inappropriée avec des clients et de charges criminelles en suspens. Jake me regarda avec une haine pure. « C'est de ta faute. » « Non, dis-je, c'est de ta faute. Tu as fait les choix qui nous ont menés ici. Tu as décidé de détruire mon mariage, de saccager ma propriété et de menacer ma famille. Je m'assure juste que tu en subisses les conséquences. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, grommela Jake. En fait, si. Tu es un minable d'âge moyen qui s'attaque aux femmes mariées parce que tu ne peux pas gérer une vraie relation. Tu es un lâche-cul. Lui amène des amis pour faire ton sale boulot parce que tu ne peux pas te battre seul. Et maintenant tu es au chômage, ce qui veut dire que tu es aussi fauché. Jake se jeta sur moi, mais j'étais prêt. Je fis un pas de côté et il s'écrasa contre le mur derrière moi, faisant tomber une lampe et faisant un trou dans la cloison sèche. Jake. Martha se précipita pour l'aider à se relever, mais il la repoussa. C'est entièrement de ta faute, lui grogna-t-il. Tu as dit qu'il était faible. Tu as dit qu'il ne riposterait pas. Je ne savais pas. Tu ne savais rien. Tu n'es qu'une autre stupide femme au foyer qui pensait pouvoir jouer dans la cour des grands. L'expression sur le visage de Martha était déchirante. Pour la première fois, elle voyait Jake pour ce qu'il était vraiment. Non pas l'homme charmant et réussi qu'il avait séduite, mais un chasseur cruel et égoïste qu'il avait utilisé pour son propre divertissement. Sortez, dis-je tranquillement. Tous les deux, maintenant. Jake redressa sa chemise et se dirigea vers la porte, mais il s'arrêta sur le seuil et se retourna vers moi. « Ce n'est pas fini, dit-il. »« Si, répondis-je. »« Ça l'est. Tu ne le sais juste pas encore. » Après leur départ, je fis le tour de ma maison, faisant l'inventaire des dégâts. Une lampe cassée, un trou dans le mur, des taches de bière sur mon tapis. De petites choses facilement réparables. Mais le vrai dommage avait été fait il y a des mois, quand Martha avait décidé pour la première fois que 22 ans de mariage ne valaient pas la peine d'être défendus. Quand elle avait choisi l'excitation plutôt que la stabilité, la passion plutôt que l'engagement, Jake plutôt que moi, je ne pouvais pas réparer cela, mais je pouvais m'assurer qu'elle comprenne ce qu'elle avait abandonné. Et je pouvais m'assurer que Jake Turnbull ne détruirait jamais une autre famille. La guerre était loin d'être finie. Mais pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'étais en train de gagner. Chapitre 5. La chasse finale. Le bâtiment abandonné de Morrison & Associates, après les heures de bureau, était l'endroit idéal pour une confrontation. Sombre, isolé, plein d'ombre et de cachettes. Jake l'avait bien choisi, mais probablement pas pour les raisons qu'il pensait. Il m'avait envoyé un SMS cet après-midi-là. Rendez-vous à l'ancien bâtiment de l'agence ce soir, 22h. Viens seul ou tes enfants en paieront le prix. Menacer mes enfants était une erreur. Le genre d'erreur qui transformait un divorce civilisé en quelque chose de beaucoup plus primitif. Je suis arrivé tôt, me garai à 3 pâtés de maison et m'approchai à pied. Le bâtiment avait été le siège original de Morrison & Associates avant qu'ils ne déménagent dans leurs nouveaux bureaux élégants du centre-ville. Maintenant, ce n'était plus qu'un autre morceau de dégradation urbaine dont la démolition était prévue dans 6 mois. Mais je connaissais ce bâtiment. J'avais aidé à concevoir les rénovations il y a 5 ans, à l'époque où Martha et moi étions encore heureux. Et je faisais occasionnellement du travail de consultant pour son agence. Je connaissais chaque entrée, chaque angle mort, chaque faiblesse structurelle. Si Jake voulait jouer dans mon territoire, j'étais heureux de l'obliger. Je suis entré par le quai de chargement en utilisant le code de sécurité qui n'avait pas été changé depuis que le bâtiment avait été abandonné. Le rez-de-chaussée était un labyrinthe de cloisons de bureaux vides et de lignes téléphoniques débranchées, éclairé seulement par les lumières de la rue filtrant à travers des fenêtres sales. Jake attendait dans la salle de conférence où j'avais autrefois présenté mes plans de rénovation au patron de Martha. Il n'était pas seul. 2 de ses amis de la salle de sport le flanquaient comme des gardes du corps. Tout en musclés en arrogance, et probablement pas beaucoup de cervelle entre eux. « Will » dit Jake quand j'entrai. « Content que tu aies pu venir. »« Tu as menacé mes enfants » dis-je.
C'était stupide, n'est-ce pas? Il semblerait que ça ait attiré ton attention. Je regardais autour de la pièce, notant les positions de ses amis, les sorties, les armes potentielles, de vieilles habitudes de mes jours de construction où les chantiers pouvaient devenir dangereux en un clin d'œil. Qu'est-ce que tu veux, Jake? Je veux que tu recules. Arrête la maltraitance. Laisse tomber les charges. Laisse Martha et moi être ensemble. Et si je ne le fais pas, alors les choses deviendront désagréables pour toi et ta famille. Je ris et le son résonna étrangement dans la pièce vide. Plus désagréable que d'avoir ma femme qui essaie de me droguer? Plus désagréable que d'avoir ma propriété vandalisée. Plus désagréable que d'être menacé par un responsable de compte sur le déclin et ses amis adultes sous stéroïdes. Le visage de Jake s'assombrit. Tu penses que c'est drôle? Je vous trouve pathétique, vous tous. Sans F. Trop. Jake fit un signe de tête à ses amis et ils commencèrent à se diriger vers moi, mais j'étais déjà en mouvement, reculant vers la porte tout en sortant mon téléphone. Avant de faire ça, dis-je, vous devriez savoir que je diffuse cette conversation en direct sur Facebook. Dites bonjour à Internet, messieurs. Les trois se figèrent. À l'ère des réseaux sociaux, être pris en vidéo en train de menacer quelqu'un était presque aussi grave que d'être pris en flagrant délit. Tu bluffes, dit Jake, mais sa voix était incertaine. Je levai mon téléphone, leur montrant l'écran. L'indicateur rouge de direct était clairement visible, ainsi qu'un nombre croissant de spectateurs. 47 personnes qui regardent et ça continue, dis-je. Vous voulez leur dire pourquoi vous avez amené du muscle pour menacer un ingénieur d'âge moyen? Les amis de Jake se regardèrent nerveusement. Il s'était engagé à intimider quelqu'un, pas à devenir célèbre sur Internet pour de mauvaises raisons. Éteins ça, exigea Jake. Force-moi. Il se jeta sur moi, mais j'étais prêt. J'avais passé la dernière semaine à étudier la configuration du bâtiment, et je savais exactement où aller. Je courus, non pas hors du bâtiment, mais plus profondément à l'intérieur, à travers le labyrinthe des cloisons de bureaux, devant la salle de pause abandonnée, vers l'escalier qui menait au 2e étage. Derrière moi, j'entendais Jake et ses amis à ma poursuite, leurs pas résonnant dans l'espace vide. Le 2e étage avait été partiellement rénové avant le déménagement de l'agence. La moitié des murs était absent, exposant le squelette du bâtiment fait de poutres en acier et de colonnes en béton. C'était comme un puzzle tridimensionnel plein d'impasses et de passages cachés. Je le connaissais par cœur, pas eux. Je les menais dans une course-poursuite à travers ce labyrinthe de chantier, utilisant la lampe de poche de mon téléphone pour naviguer tandis qu'ils trébuchaient dans l'obscurité. Toutes les quelques minutes, je m'arrêtais et m'adressais à mon audience en ligne grandissante. Toujours là, les amis. Jake et ses amis essaient de m'attraper, mais ils ne sont pas très doués. Peut-être aurait-il dû passer moins de temps à la salle de sport et plus de temps à apprendre les bases de la résolution de problèmes. Le nombre de spectateurs avait grimpé à plus de 200. Quelqu'un dans le chat avait reconnu Jake et avait publié son nom complet et son historique d'emploi. D'autres partageaient le flux, transformant ma confrontation en divertissement viral. Sors de là, lâche. La voix de Jake résonna dans le bâtiment. Lâche, répliquai-je. Je suis un homme face à vous trois, et c'est moi le lâche? C'est une drôle de logique. J'entendis des pas monter les escaliers derrière moi et réalisai qu'ils s'étaient séparés. Un mouvement intelligent, mais pas assez. J'avais anticipé cela. Le système d'extinction d'incendie du bâtiment était toujours actif, connecté à une alimentation de secours qui se déclenchait chaque fois que quelqu'un entrait dans le bâtiment après les heures. Il suffisait d'un petit incendie électrique pour déclencher les extincteurs automatiques sur tout le 2e étage. Je sortis le briquet que j'avais apporté précisément à cet effet et le tins près d'un tas de vieux journaux que j'avais stratégiquement placés près d'un détecteur de fumée. L'alarme fut assourdissante. Les extincteurs automatiques s'activèrent 30 secondes plus tard, transformant le 2e étage en une forêt tropicale d'eau glacée et de chaos. Qu'est-ce que c'est que ça? La voix de Jake venait de quelque part dans l'obscurité, à peine audible par-dessus l'alarme. Sécurité incendie, répliquai-je, me dirigeant vers la sortie de secours. Très important dans les vieux bâtiments. Je pouvais les entendre patauger dans le noir, essayant de trouver leur chemin pendant que les extincteurs les trempaient jusqu'aux os. Mon téléphone était en sécurité dans un étui étanche, toujours en streaming vers une audience qui avait dépassé les 500 spectateurs. Et voilà, les amis, comment on gère les brutes, dis-je à la caméra. On utilise son cerveau au lieu de ses poings.
Au moment où j'atteignis le rez-de-chaussée, Jake et ses amis étaient piégés au 2e étage, trempés et confus, et se demandaient probablement comment un ingénieur d'âge moyen les avait transformés en une risée virale. Je sortis du bâtiment et gardai le flux actif jusqu'à ma voiture. Le nombre final de spectateurs était de 1247 personnes, et la vidéo avait été partagée des dizaines de fois sur plusieurs plateformes. La réputation de Jake Turnbull était officiellement détruite. Mais je n'en avais pas encore fini avec lui. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour constater que mon direct avait été vu plus de 10 000 fois pendant la nuit. Le nom de Jake était tendance sur les réseaux sociaux locaux, et pas dans le bon sens. Quelqu'un avait créé un mème utilisant des captures d'écran de la vidéo montrant le visage confus de Jake avec la légende « Quand tu amènes des amis à une bagarre de cerveau ». Mon téléphone vibrait de messages d'amis, de famille et de parfaits inconnus qui avaient vu la vidéo. La plupart me soutenaient, mais quelques-uns m'ont averti que Jake pourrait aller plus loin. Ils avaient raison. Je buvais mon café dans ma cuisine, un café normal, sans herbe mystérieuse, quand je vis la Mustang de Jake entrer dans mon allée. Il en sortit seul cette fois, ses vêtements encore humides de la nuit précédente, ses cheveux collés à son crâne. Il ressemblait à un rat noyé avec des problèmes de gestion de la colère. J'ouvris la porte d'entrée avant qu'il ne puisse frapper. « Jake, tu as l'air terrible. »« Fils de garce, » grogna-t-il. « As-tu la moindre idée de ce que tu m'as fait? Je t'ai exposé pour ce que tu es. Une brute, un chasseur, et apparemment pas très intelligent. Ma vie est ruinée. Tant mieux. Peut-être que la prochaine femme mariée que tu cibles y réfléchira à 2 fois. Jake s'approcha, les poings serrés. Je vais te détruire. Avec quoi? Tu es au chômage. Ta réputation est ruinée. Et tu fais probablement face à des accusations criminelles pour la petite aventure de la nuit dernière. Avec quoi exactement vas-tu me détruire? J'ai toujours Martha. Je ris. Vraiment? Parce que d'après ce que j'entends, elle a eu des doutes depuis que tu l'as traitée de stupide femme au foyer. Le visage de Jake pâlit. Elle t'a dit ça? Elle n'a pas eu besoin. Tu l'as dit sur mon direct, tu te souviens? Avec tout le reste. Le monde entier t'a entendu la jeter sous le bus pour te sauver toi-même. Pour la première fois depuis le début de tout ce désordre, Jake parut réellement vaincu. Ses épaules s'affaissèrent, sa posture agressive fondit, et je pouvais voir l'homme d'âge moyen pathétique se cachant derrière toute cette confiance fabriquée. « Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-il doucement. « Je veux que tu partes, hors de ma ville, loin de ma famille, hors de ma vie pour toujours. Et si je ne pars pas, alors je diffuse les images de surveillance de ta petite aventure d'effraction. Je porte plainte pour avoir menacé mes enfants. Je m'assure que chaque femme de cette ville sache exactement quel genre d'homme tu es. » Jake me fixa longuement, puis hocha lentement la tête. « Tu gagnes, dit-il. Je sais. » Il se retourna pour regagner sa voiture, puis s'arrêta et me regarda. « Elle ne te reprendra pas. Tu sais, Martha, même sans moi dans le tableau, elle ne rentrera pas à la maison. Je ne la veux pas de retour, dis-je. Je veux mieux. » Jake s'éloigna et je ne le revis plus jamais. Mais l'histoire n'était pas encore finie. Martha attendait. Chapitre 6. Le décompte. La fête d'entreprise de Morrison & Associates était censée être une célébration. L'agence venait de décrocher son plus gros client en 5 ans, et Dave Milan avait décidé d'organiser une fête chez lui pour commémorer la victoire. Je n'avais pas prévu d'y aller. Les fêtes d'entreprise, c'était le truc de Martha, pas le mien. Mais Linda Milan m'avait appelé personnellement pour me faire l'invitation et quelque chose dans sa voix suggérait que ce n'était pas vraiment facultatif. « Will » avait-elle dit. « Je pense que tu devrais être là. Fais-moi confiance pour ça. » Alors, j'étais là, debout dans le jardin de Dave, une bière à la main, regardant ma future ex-femme animer la foule comme si rien n'avait changé. Elle était magnifique dans une robe rouge qui coûtait probablement plus cher que ma mensualité de voiture, ses cheveux parfaits, son sourire éclatant et confiant. Elle faisait un sacré numéro, mais je pouvais voir les fissures. La façon dont son rire était juste un peu trop fort. Ses gestes un peu trop animés. La façon dont elle continuait à jeter des coups d'œil vers la maison comme si elle attendait quelqu'un qui n'était pas arrivé. Jake, probablement. Bien que si elle l'attendait, elle attendrait longtemps. Le bruit courait en ville qu'il était parti pour Phoenix il y a 3 jours. La queue entre les jambes, la réputation en ruine. Will.
Dave apparut à mon coude, l'air ravi de me voir. Content que tu sois venu. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, dis-je. Félicitations pour le nouveau client. Merci. Écoute, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Martha a dit aux gens que vous étiez en train de vous arranger, que tout ça n'était qu'un malentendu. Je regardais de l'autre côté du jardin où Martha tenait la cour avec un groupe de jeunes cadres, les régalant de ce qui semblait être une histoire hilarante. Plusieurs d'entre eux jetèrent un coup d'œil dans ma direction et sourirent chaleureusement. Ah oui? Linda pensait que tu devais savoir avant que quiconque ne te dise quoi que ce soit directement. Où est Linda d'ailleurs? Le sourire de Dave devint carnassier. Elle se prépare pour le divertissement de la soirée. Avant que je ne puisse demander ce que cela signifiait, la voix de Linda s'éleva du système de sonorisation que Dave avait installé sur sa terrasse. Bonsoir à tous, si je pouvais avoir votre attention un instant. La foule se tourna vers la terrasse où Linda se tenait, un microphone dans une main et une tablette dans l'autre. Elle avait l'air élégante et dangereuse, comme un requin en vêtements de créateur. Comme la plupart d'entre vous le savent, continua Linda, Morrison & Associates s'est toujours enorgueilli de maintenir les plus hauts standards de conduite professionnelle. Nous ne sommes pas seulement des collègues ici. Nous sommes une famille, et la famille veille les uns sur les autres. Des murmures d'approbation parcoururent la foule. Martha souriait et acquiesçait comme tout le monde, mais je remarquai que ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle tenait son verre de vin. Malheureusement, dit Linda, il a été porté à notre attention que tout le monde n'a pas été à la hauteur de ces standards. Certaines personnes ont utilisé leur poste ici pour s'attaquer à des familles vulnérables de notre communauté. Le murmure s'éteignit. Les gens commencèrent à regarder autour d'eux nerveusement, se demandant où cela allait mener. Alors, ce soir, dit Linda, j'ai pensé que nous prendrions un moment pour mettre les choses au clair. Elle toucha sa tablette et la grande télévision sur la terrasse de Dave s'anima. La première image était une capture d'écran de mon direct montrant Jake et ses amis dans le bâtiment abandonné, l'air confus et trempé. Quelques personnes dans la foule altèrent. Quelqu'un rit nerveusement. Voici Jake Turnbull, annonça Linda, anciennement de notre équipe de gestion de compte. Comme vous pouvez le voir, Jake avait des passe-temps intéressants en dehors du travail. L'image suivante provenait des images de sécurité de l'hôtel que je n'avais jamais diffusées. Jake et Martha dans le bar, sa main sur elle. Son alliance clairement visible. La foule devint silencieuse. Jake a fait carrière en séduisant des femmes mariées, continua Linda, sa voix portant clairement à travers le jardin. Au moins 4 familles que nous connaissons ont été détruites par ses activités récréatives. Je regardais Martha. Son visage était blanc comme du papier, son verre de vin tremblant dans ses mains. Elle regardait autour d'elle désespérément, cherchant probablement une voie d'évacuation. Mais Jake ne travaillait pas seul, dit Linda. Il avait de l'aide. Des complices volontaires qui ont trahi leur propre famille pour nourrir son ego. L'écran changea à nouveau, montrant le message texte que j'avais intercepté. J'ai hâte de notre escapade à Chicago ce week-end, chérie. J'espère que le plan a fonctionné. Le plan, expliqua Linda, était d'administrer des laxatifs au mari de Martha avant une présentation importante, puis de le faire déclarer mentalement incompétent afin que Jake puisse s'emparer des biens familiaux. Des halètements et des murmures choqués éclatèrent dans la foule. Plusieurs personnes se tournèrent pour fixer Martha, qui semblait vouloir disparaître sous terre. Heureusement, continua Linda, le plan a échoué lorsque la victime prévue a échangé sa tasse de café avec sa belle-sœur. Je suis sûr que vous avez tous vu la vidéo. Quelques personnes ont même ri à cela. Le désastre de Victoria dans la salle de bain était devenu légendaire dans notre cercle social. Maintenant, certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi je partage tout cela lors d'une fête d'entreprise. Linda dit, la réponse est simple. Parce que Martha Dexter dit encore aux gens que son mari est mentalement instable, qu'il la maltraite, elle et son ami Jake, quelle est la victime dans tout ça? Linda regarda directement Martha, qui reculait maintenant vers la maison. Martha, aimerais-tu répondre à ces allégations? Chaque tête dans la foule se tourna vers ma femme. Elle resta figée un instant comme un cerf dans les phares, puis jeta soudain son verre de vin par terre et courut vers la maison. Elle n'y parvint pas, David s'était positionné près de la porte arrière, et il s'interposa habilement sur son chemin. « Tu pars si tôt ?» demanda-t-il. Mais Linda n'a pas encore fini. « Laisse-moi partir » siffla Martha. « Tu ne peux pas me faire ça. » En fait, dit Linda depuis la terrasse. « Je peux.
Tu vois, Martha, quand tu as décidé d'utiliser les ressources de l'entreprise pour planifier ta liaison, les ordinateurs de l'entreprise, les téléphones de l'entreprise, le temps de l'entreprise, tu en as fait mon affaire. L'écran changea à nouveau, montrant les échanges de mails entre Martha et Jake, planifiant leur rendez-vous à l'hôtel, discutant de leur stratégie pour se débarrasser de moi, même plaisantant sur l'incident du café spécial. Ces emails ont été envoyés depuis votre ordinateur dans l'entreprise, annonça Linda, pendant les heures de travail, utilisant les ressources de l'entreprise pour planifier des activités illégales. Le visage de Martha s'effondra. S'il vous plaît, murmura-t-elle. Ne fais pas ça. Vous êtes viré, dit simplement Linda. Avec effet immédiat. La sécurité vous escortera dehors. Comme sur commande, 2 gardes de sécurité apparurent de l'intérieur de la maison. Ils n'étaient pas brutaux avec Martha, mais ils étaient fermes. Elle fut conduite hors de la fête comme une criminelle ordinaire, sa robe rouge éclatante comme du sang sous les lumières du porche. La foule regarda en silence stupéfait jusqu'à ce que sa voiture disparaisse dans la rue. Puis les murmures commencèrent à devenir plus forts et plus animés alors que les gens digéraient ce qu'ils venaient de voir. Linda descendit de la terrasse et vint vers moi. « Désolée pour le drame, dit-elle. Mais certaines choses devaient être dites publiquement. »« Merci, dis-je, et je le pensais pour tout. »« Ne me remercie pas encore. Ça va devenir moche. » Martha n'est pas du genre à partir discrètement. Elle avait raison. Mais pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas peur de la laideur. J'étais prêt pour ça. La confrontation finale arriva 3 jours plus tard, un jeudi soir qui commença par la pluie et se termina par des sirènes. J'étais dans mon garage, nettoyant les derniers dégâts du vandalisme de Jake, quand j'entendis des portes de voitures claquer dans mon allée. Par la fenêtre, je pouvais voir la BMW de Martha et une voiture de location que je ne reconnaissais pas. Martha sortit de la BMW, suivie d'un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il était grand, d'allure rude, avec le genre de visage qui suggérait qu'il résolvait les problèmes avec ses poings plutôt qu'avec son cerveau. Le remplaçant de Jake, apparemment. J'appuyai sur le bouton pour ouvrir la porte du garage et sortis pour les rencontrer. « Martha, dis-je calmement. Tu as bonne mine. » Elle n'en avait pas. Ses cheveux parfaits étaient ébouriffés, son maquillage coulé, ses vêtements froissés comme si elle avait dormi dans sa voiture. La femme confiante qui avait animé la fête 3 nuits auparavant avait disparu, remplacée par quelqu'un de désespéré et dangereux. « Fils de garce, grogna-t-elle. Tu as détruit ma vie. Tu as détruit ta propre vie. Je l'ai juste documenté. Mon travail, ma réputation, mes amis, tout est parti à cause de toi. Tout est parti à cause de tes choix, corrigeai-je. Tu as choisi d'avoir une liaison. Tu as choisi d'essayer de me droguer. Tu as choisi de conspirer avec un chasseur. Je me suis juste assuré qu'il y ait des conséquences. » Le grand homme s'avança. « Peut-être devrions-nous faire ça à l'intérieur. »« Et toi, tu es un ami, dit-il. Quelqu'un qui pense que tu as besoin d'apprendre les bonnes manières. » Je regardai Martha. « Vraiment? Un autre voyou? Tu n'as rien appris. »« J'ai appris que la gentillesse ne fonctionne pas avec toi, dit-elle. »« Alors, essayons autre chose. » La pluie s'intensifiait, transformant la confrontation en quelque chose de cinématographique. L'eau gouttée du toit du garage, tirait sur l'allée, rendait tout glissant et dangereux. « Qu'est-ce que tu veux, Martha? »« Je veux mon argent en retour. Je veux que tu retires les charges contre Jake. Je veux que tu t'excuses publiquement d'avoir ruiné ma réputation. » Elle hocha la tête vers son ami. « Et si je ne le fais pas, alors les choses deviendront désagréables. » Je ris et le son sembla la surprendre. « Désagréable? Martha. Tu as essayé de me faire interner. Tu as conspiré avec un criminel de carrière pour détruire ma vie. Tu as trahi 22 ans de mariage pour quelques nuits avec un minable qui t'a largué dès que les choses sont devenues difficiles. Qu'est-ce qui pourrait être plus désagréable que ça? » Ceci, dit-elle, et hocha la tête vers le grand homme. Il s'avança vers moi, mais j'étais prêt. J'avais passé la dernière semaine à me préparer à ce scénario. J'appuyai sur le bouton de la télécommande de la porte de garage, et la porte s'écrasa derrière moi, coupant leur voie d'évacuation vers le jardin. Au même moment, les lumières de sécurité à détecteur de mouvement que j'avais installées s'allumèrent, éclairant toute l'allée comme une scène. « Souriez, dis-je, en désignant les caméras que j'avais placées autour de ma propriété.
Vous êtes en direct à la télévision. Le grand homme hésita, regardant autour de lui les caméras avec un évident malaise. Être pris en vidéo en train d'agresser quelqu'un ne faisait pas partie de sa description de poste. Éteins-les, exigea Martha. Je ne peux pas. Elles sont connectées à un service de sécurité. Toute tentative de les désactiver déclenche une intervention policière automatique. C'était un mensonge, mais un mensonge convaincant. Le visage de Martha se tordit de rage. Tu penses que tu es si intelligent? Tu penses que tu as gagné? Je sais que j'ai gagné. Vraiment? Parce qu'il me reste une carte à jouer. Elle sortit son téléphone et me montra l'écran. C'était une conversation par SMS avec quelqu'un nommé Dr Mitchell. Évaluation psychiatrique prévue pour demain, lut-elle à haute voix. Ordonnance du tribunal en attente. Il semble que quelqu'un ait proféré des menaces, agi de manière erratique, montrant des signes d'instabilité mentale. Mon sang se glaça. Tu ne peux pas faire ça. Je peux et je le ferai. J'ai des témoins qui témoigneront que tu m'as harcelé, maltraité, proféré des menaces violentes. Le docteur Mitchell est très compréhensif envers les épouses maltraitées qui craignent pour leur sécurité. Le grand homme sourit pour la première fois. Détention de 48 heures minimum. Peut-être plus longtemps si tu ne coopères pas. Je sentais les murs se refermer sur moi. Même avec toutes mes preuves, toute ma préparation, Martha avait trouvé un moyen de renverser la situation. Elle allait me faire interner, exactement comme elle l'avait initialement prévu. Mais alors j'entendis quelque chose qui changea tout. Des sirènes. Plusieurs sirènes se rapprochant. Martha et son ami les entendirent aussi. Ils regardèrent autour d'eux nerveusement, essayant de comprendre d'où venait le son. Vous attendiez quelqu'un, demandai-je. La première voiture de police tourna dans ma rue, suivie d'une deuxième, puis d'une troisième. Elles s'engagèrent dans mon allée avec leurs lumières clignotantes, encerclant la voiture de Martha et la voiture de location. Will Dexter? L'officier en chef était une femme d'une trentaine d'années. Tout en professionnalisme et en autorité. Je suis l'officier Martinez. Nous avons reçu un appel concernant un trouble à l'ordre public. Pas de trouble ici, dis-je. Juste une conversation avec ma femme séparée et son ami. L'officier Martinez regarda Martha et le grand homme, observant leurs postures agressives et leur agitation évidente. Madame, habitez-vous ici? J'habitais ici, dit Martha, avant que mon mari ne fasse une dépression et ne me jette dehors. Monsieur, dit l'officier Martinez au grand homme, puis-je voir une pièce d'identité? Pendant qu'il fouillait son portefeuille, l'officier Martinez s'approcha de moi. Monsieur Dexter, nous avons surveillé une activité en ligne liée à des menaces contre vous et votre famille. Êtes-vous au courant que quelqu'un a publié vos informations personnelles sur les réseaux sociaux, ainsi que des suggestions selon lesquelles vous devriez être éliminé de manière permanente? Je jetai un coup d'œil à Martha, qui était devenue pâle. Je n'étais pas au courant. Non. Les publications ont été tracées à un compte enregistré au nom de votre femme. Nous avons également des preuves de conspiration en vue de commettre une fraude, de dépôt de fausses déclarations de police et de provocation à la violence. La bouche de Martha s'ouvrit. Ce n'est pas. Je n'ai jamais. Madame. Vous êtes en état d'arrestation pour cyberharcèlement, maltraitance et conspiration en vue de commettre une fraude. Les minutes suivantes furent un flou de menottes, de droit Miranda, et de Martha criant que tout cela était une erreur. Comment je l'avais piégée, comment elle était la vraie victime. Le grand homme tenta de s'éclipser pendant la confusion, mais l'officier Martinez avait appelé des renforts. Il fut arrêté pour conspiration et menaces terroristes. Alors qu'il chargeait Martha à l'arrière d'une voiture de police, elle me regarda à travers la vitre avec une haine pure. Ce n'est pas fini, articula-t-elle. Mais c'était fini. Je pouvais le voir dans les yeux de l'officier Martinez, l'entendre dans les charges qu'elle lisait à voix haute, le sentir dans la légèreté soudaine dans ma poitrine alors que des mois de peur et de colère commençaient enfin à s'estomper. Monsieur Dexter, dit l'officier Martinez alors que les autres voitures s'éloignaient. Vous devriez peut-être envisager une ordonnance de restriction et peut-être améliorer votre système de sécurité. J'y penserai, dis-je. Après son départ, je suis resté seul dans mon allée, écoutant la pluie et pensant à l'avenir. Pour la première fois depuis des mois, il semblait radieux. Mon téléphone vibra avec un SMS d'Amelia. J'ai vu les nouvelles. Tu vas bien? Je répondis, jamais été mieux.
Rentrez à la maison quand vous serez prête. Un autre SMS, celui-ci de Ross. Papa, tu es en tendance sur Twitter. Hashtag justice pour Will est partout. Je souris et rangeai mon téléphone. J'avais de meilleures choses à faire que de consulter les réseaux sociaux. J'avais une vie à reconstruire.